Bonjour, bienvenue aux auditeurs de cet après-midi et bienvenue à nos adhérents pas adhérents, excusez-moi, à nos chercheurs l'ABEX, voilà. Je voulais juste faire un petit mot d'introduction pour cet après-midi, à savoir que dans cet état des lieux du dessin contemporain que nous avons souhaité traiter pendant ces 2 jours de symposium, il nous est apparu important que tous les chercheurs beaucoup plus théoriques que nous sur le dessin contemporain puissent échanger cet après-midi et vous apporter une autre vision du dessin contemporain. Donc je vous souhaite la bienvenue et je vous laisse échanger entre vous. Merci beaucoup Christine. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse donc, de ce temps, 2 heures, qui nous est réservé donc, aux recherches en cours conduites à la fois en France et à l'étranger également sur la question du dessin contemporain. 2 heures pour 2 tables rondes. La première qui démarre immédiatement, titrée donc Analyse et interprétation. Et donc la seconde qui sera orchestrée par mon camarade Jean-Philippe Garric autour de la notion matière au pluriel, terrain au pluriel. La partition est intéressante et elle sert à l'organisation des débats, mais bien évidemment ces 2 tables rondes, vous le comprenez de façon évidente, fonctionnent sur le mode de l'échange, de la capillarité, de la porosité, puisqu'il va s'agir là, dans ce format de 2 heures, de réfléchir non seulement à la façon dont l'objet historique dessin est attrapé par une communauté scientifique internationale et pluridisciplinaire, mais aussi d'essayer de voir, de comprendre comment ce dernier, entre guillemets, dilate son territoire, étend ses frontières, s'affranchit aussi des limites que et l'historiographie et les usages sociaux et les pratiques culturelles lui réservaient, et il faut le dire quand même, continue parfois, toujours, de lui réserver. Donc, table ronde numéro 1, intitulée Analyse et interprétation, au pluriel. Je voudrais dire un mot pour signaler la chose suivante. Cette table ronde, je la dédie à ma camarade Audrey Millet, qui a été victime des attentats de Bruxelles, qui se montre très courageuse aujourd'hui parce qu'elle subit 2 opérations très lourdes. Donc, nous pensons tous à elle cet après-midi. Elle devait intervenir pour revenir sur un sujet tout à fait intéressant qu'elle a développé dans sa thèse soutenue au mois de juin 2015 en co-tutelle avec l'Université de Neuchâtel et Paris 8 sous la direction de Philippe Minard sur les dessinateurs de fabrique en France au XVIIIe et au XIXe siècle, ce qui aurait été, me semble-t-il, un prologue tout à fait intéressant à nos discussions de cet après-midi. Donc, bien évidemment, on pense à elle et on salue son courage dans cette situation tout à fait dramatique. Je voudrais rappeler donc 2 fois 1 heure pour parler du dessin et de ses recherches. L'affaire est assez difficile, me semble-t-il. Cela a tout de même été rendu possible, d'une part, par le LABEX CAP, Création, Art et Patrimoine, et cela a été rendu possible de façon plus précisément par un programme de recherche que j'avais déposé là-bas et qui a été retenu sous le nom de Le dessin au contemporain, état de l'art. Avant de céder la parole à mes camarades et d'essayer de coordonner cette discussion entre nous tous, peut-être quelques mots de tête, si vous le voulez bien, à la manière d'une note séminale, lorsqu'elle rappelle finalement ce que moi je mets sous la question du dessin, comment est-ce que j'essaye de l'attraper pour mieux le comprendre. Finalement, ce qui m'intéresse dans la question du dessin, c'est essayer de répondre à la question suivante, une question, me semble-t-il, d'ordre esthétique et métaphysique, qui serait aux racines de la création, 2 points, le graphe en analyse, et je mettrai volontiers un point d'interrogation à la fin de cette phrase. Effectivement, le dessin que je convoite, et c'est bien de cela dont il s'agit, effectivement, je le convoite et j'ose le dire, j'essaye finalement de l'approcher pour essayer, en l'approchant, moi-même, de m'approcher et de frôler la réputée impalpable création contemporaine, dont on sait qu'elle redéfinit en épaisseur et de façon tout à fait massifiée à la fois ses codes théoriques, mais également ses habitus fonctionnels, pourrait-on dire, essentiellement depuis le tournant des années 50 jusqu'au seuil des années 60. De fait, croisant répertoire analytique, autorécit des créateurs et contexte expérientiel avec des œuvres qui sont encore in progress,
j'essaye d'analyser les conditions de production, les conditions de médiation et les conditions de réception de ce que j'appelle le dessin, mais sous la notion de dessin, j'inscris des sous-textes qui peuvent être les mots de gestes, codes, signes, marquage graphique, et je postule que cet ensemble de gestes, de signes, de codes précède la création. Réunissant de cette manière une masse critique, configurée par les outils des sciences sociales, et qui admet aussi, et de mon point de vue c'est une affaire tout à fait considérable, une génétique amoureuse et érotique des œuvres, je cite Gaëtan Picon, il me paraît possible de frôler le procès d'invention du génie créateur. C'est vrai que cette question, je crois que c'est intéressant de la poser en tête de notre discussion de cet après-midi. Il y a une véritable obsession chez les historiens d'essayer de capturer, en tout cas, le surgissement de la première idée, qui est sur le point de s'extraire du cerveau créateur. On est tous, je crois, très irrésolus à nous contenter des résultats et on aspire à s'approcher finalement par cercles concentriques des intentions qui sont le véritable prologue de l'œuvre à créer. Assurément, et ça on le sait très bien, depuis longtemps, la génétique littéraire encourage, sous les repentirs, sous les accidents, à reconsidérer l'espace et le temps de la montée en charge de la littérature. Cependant, pour les arts plastiques, qui sont encore, je crois, très prisonniers d'une doxa qui favorise la théorie de l'inexplicable, eh bien, les arts plastiques prennent du retard. Or, je crois qu'on est un certain nombre à pressentir, dans les sentes d'ailleurs de Jean Starobinski, que c'est bien précisément dans l'ensauvagement mystérieux et secret des dessins qui sont notés, qui sont signés, qui sont codés, que s'inscrit, je crois, le premier instant de la création. C'est pourquoi on attend tous, je crois, une épistémologie du dessin et chacun dans nos catégories, chacun avec nos grilles de lecture, chacun avec nos modes de fonctionnement, on essaye de la créer. Elle me paraît tout à fait fondamentale, première, parce qu'elle permettra de comprendre les conditions de production des connaissances sur le dessin, le moteur de leur engendrement et l'ordonnancement de leur valeur. Si on pousse plus avant, cette épistémologie du dessin qui est à faire, qui est en train de se faire, elle doit conduire à poser des concepts théoriques, courants ou métaphysiques qui sont appliqués au dessin. Les interprétations qui sont livrées sur le dessin, interprétations savantes et vernaculaires, multi-académiques, émotionnelles et empiriques. Les lectures, mobiles, dans un espace-temps plurigénérationnel dont la borne d'amont croise, on va dire, les années 1880 et où l'aval, consubstantiellement inabouti, inachevé, flotte dans le présent. Présent qui est à la fois la mémoire des choses passées et l'attente des choses à venir. Je parle ici, bien sûr, sous le regard du grand Africain Saint-Augustin. Dès lors, finalement, je crois que l'enjeu, pour nous, cet après-midi, consiste au fondement dans l'établissement d'une synthèse qui porte finalement sur deux terrains différenciés. D'un côté, le dessin et sa place dans la société civile, comme dans le dedans individuel, et de l'autre, le dessin, mobile d'interprétation, mais encore le dessin comme œuvre, outil de création. En conséquence, le programme de travail, il s'ordonne de la façon suivante. En note liminaire, et pour attraper les choses de façon large, ce sont ces deux terrains-là qui sont portés à l'examen. À l'avers, dans le champ de la société culturelle, on essaye tous d'observer comment est-ce que le dessin est soumis aux variables politiques, économiques, techniques ou sociales, en sorte que finalement l'étude générale porte sur la manière dont l'objet dessiné, c'est peut-être la meilleure façon de le désigner, reçoit ou rejette les politiques publiques, reçoit ou rejette la culture en système, les économies de crise ou de marché, les modélisations ou contre-modélisations techniques, le lien social entre les individus, les groupes, les réseaux, les interréseaux, et j'y entends les hiérarchies fonctionnelles. Au revers, dans le champ de la sensibilité culturelle, et cette fois-ci, on est dans la tradition des emotional studies, on observe également ce que le dessin fait au cœur, fait à l'âme, fait au corps des individus, quelle place finalement il occupe, il envahit parfois dans l'imaginaire de chacun, quelle sorte de causa mentale il fabrique à hauteur d'homme. Ailleurs, et à l'écart de l'enfermement illustratif, souvent promu autant que pratiqué par l'histoire de l'art, trois postures intellectuelles sont désormais retenues afin de comprendre vraiment en plein le dessin. D'abord, et c'est tout à fait fondamental, et ces 10 ans de Drawing No ne font que le montrer une fois encore,
ce dernier, le dessin, est extrait, et c'est tout à fait fondamental, de la place ancillaire qui lui est très souvent, trop souvent réservée pour être placé au centre, plutôt en l'espèce à la racine, tel un objet autonome doté d'un écosystème propre. Ensuite, le dessin, et c'est ce qu'on va faire cet après-midi, il est soumis aux lectures plurielles de l'histoire et des historiens, mais aussi de la philosophie, de l'esthétique, de la littérature, de la génétique, de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie aussi parfois. Enfin, il se comprend depuis l'intérieur grâce aux récits, aux autorécits des créateurs qui proposent au carrefour du discours, du langage et de l'événement un témoignage sur la fonction sociale et le capital symbolique d'opéra, donc deux travaux graphiques dont le statut vacille entre l'œuvre et le brouillon. Alors à ce moment-là, je pense qu'on peut se lancer dans une analyse ternaire de l'objet historique dessin. D'abord, on travaille sur l'étude des pratiques culturelles du dessin. Ensuite, une fois que ce terrain social est comme dégagé, on peut véritablement discuter le dessin dans son statut, dans son tempus, dans son espace. Et à ce moment-là, la dispute, au sens premier du terme, c'est là sa richesse, s'organise dans le cadre d'une communauté scientifique élargie à l'extrême, dont les grilles et dont les postulats répondent à des méthodes et à des références propres, mais qui toutes, au fondement en incidente, coupent et questionnent le dessin. Enfin, avec les créateurs, et je crois que ce duo entre historiens ou chercheurs en sciences sociales et créateurs est tout à fait fondamental, on discute main dans la main, en suivant le schéma de la pensée complexe, eh bien, la gamme de liens que les créateurs, que les artistes imaginent et fantasment avec le dessin, sacré, cathartique, expérimental, physique, compilatoire, fonctionnel, dégoûté, utile, intime, sans objet, et sequentes. Alors cet après-midi, autour de ces grandes questions-là, nous allons engager la discussion. Pour parler du dessin contemporain, je me suis permis d'inviter plusieurs camarades et je crois en la pertinence de la discussion que nous allons avoir cet après-midi, précisément parce qu'elle mixe esthétique, histoire de l'art, littérature, histoire, et qu'elle tend à prouver véritablement, par l'exemple, en administrant le discours par la preuve, l'intérêt vital qu'il y a à établir une critique du dessin depuis des points de vue tout à fait différenciés, parce qu'ils sont nourris de références, d'objectifs, de questionnements et de postulations qui sont tout à fait singuliers. Alors, je vous propose qu'on organise les choses de la façon suivante. Je vais présenter très vite, et j'imagine très mal, l'ensemble de mes camarades. Et ensuite, chacun pourra parler une dizaine de minutes. Et si on a un petit peu de temps, on organisera quelque chose de commun. Je laisserai mon camarade Philippe Marion, que tout le monde connaît, présenter ses travaux de façon générale. Et j'allais dire, on est tous installés sous la tutelle de ce qu'il a pu dire et écrire sur le dessin, ce qui me paraît tout à fait considérable. Je me permets de dire un mot très rapidement sur mes trois autres camarades qui sont ici cet après-midi et qui vont parler derrière Philippe. Je laisserai la parole donc un instant à mon camarade qui est à ma gauche, Hugo Daniel, dont je rappelle, Hugo, que tu as soutenu en novembre 2015, sous la direction de Philippe Dagen, une thèse en histoire de l'art qui s'appelait « Les voies du dessin, point, statut singulier et redéfinition plurielle du dessin dans les avant-gardes occidentales des années 50 et 60 ». Dans le cadre de ce travail, où tu considères, en tout cas, que le dessin doit être défini à partir de ses opérations, doit être compris dans sa relation aux autres médiums. Le dessin est donc considéré comme une pratique, je te cite, et donc en mettant en œuvre une histoire matérielle, j'aimerais que tu reviennes sur cette notion d'histoire matérielle, culturelle et sociale de l'art qui s'appuie sur les dessins eux-mêmes, des documents d'archives et des entretiens avec des acteurs de la période. Tu choisis de saisir les relations qui font vivre le dessin. Ensuite, je me permettrai de céder la parole
à mon camarade qui est juste à ma droite, Jacques Durenmatt. Jacques, je rappelle que vous êtes professeur de philologie, de poétique et de stylistique. Votre production est très considérable. Je retiens dans cette production très vaste l'axe que vous avez développé et qui porte sur tous les travaux que vous avez menés sur les relations, les intrications, les conjonctions entre le texte et l'image. Et j'aimerais que dans notre discussion de cet après-midi, vous puissiez faire un focus, notamment sur votre livre qui m'avait tout à fait intéressé, Bande dessinée et littérature, paru chez Garnier en 2013. Dans ce travail-là, la question que vous posez, elle est tout à fait fondamentale par rapport, me semble-t-il, au questionnement de cette 10e édition du Drawing No, et singulièrement par rapport donc à l'artiste qui a reçu le prix de l'édition de cette année. Peut-on qualifier une bande dessinée de littéraire, et si oui, à quelles conditions? Interroger, me semble-t-il, le statut littéraire de la bande dessinée vous pousse à privilégier deux pistes de réflexion. La première, elle s'attaque au problème épineux, je ne sais pas, mais au problème en tout cas de l'adaptation. Et la seconde, elle se focalise sur les potentialités esthétiques et narratologiques du médium, lesquels peuvent soit s'inspirer de la littérature, soit rivaliser avec elle. Ce qui me paraîtrait tout à fait intéressant, si vous en êtes d'accord, c'est que vous puissiez nous dire un mot cet après-midi de cette alchimie, de cette fascination-répulsion, je ne sais pas comment qualifier les choses, entre texte et image, de l'anti-académisme volontaire du dessin qu'il peut y avoir dans la bande dessinée, que vous reveniez, et là la présence de Philippe Marion sera bien sûr tout à fait fondamentale, sur ce que vous assignez comme rôle à la graphiation. Est-ce que vous lui assignez une fonction poétique, et si oui, laquelle? Est-ce que vous voyez le geste graphique pour lui-même? J'aimerais que vous puissiez nous montrer également comment est-ce que la graphiation à l'œuvre dans l'acte d'écriture manuelle lui donne une importance, un sens, qui renoue ainsi avec une pensée vivante de la lettre. Immédiatement derrière vous, et pour finir cette table ronde, la parole sera donnée à ma camarade Catherine Mao. Catherine, je rappelle que tu as soutenu ta thèse sous la direction de Jacques, thèse intitulée La bande dessinée autobiographique francophone 1882-2013, transgression, hybridation, lyrisme. Tu l'as soutenue en 2014. J'aimerais, si tu en es d'accord, que tu reviennes dans ta présentation sur la question de l'autoportrait et de l'autoportrait tel qu'il se dessine, et peut-être, si tu l'acceptes, nous faire cette présentation dans l'épaisseur d'une tradition de longue durée, et pourquoi pas l'inscrire au prologue autour de la question du physionotrace, question sur laquelle nous avions discuté ensemble l'année dernière. Alors je me permets maintenant de donner la parole à Philippe pour ouvrir le bal. Ouvrir le bal, c'est une belle métaphore. Merci beaucoup Agnès. Ravi d'être présent parmi vous dans ce lieu magnifique et cette exposition qu'il est tout autant. Et je voudrais cet après-midi donc esquisser quelques traits de ma recherche, et je procéderai, disons, en trois étapes rapides, bien sûr. Puisque tu as parlé de graphiation, je vais quand même rappeler ce concept que j'ai eu l'occasion de proposer voilà, un certain nombre d'années déjà. Et donc, essayer de revenir sur, c'est bien connu maintenant, mais cette spécificité de l'imaginaire graphique. Je crois qu'on n'a jamais fini de le redécouvrir et d'en parler. Donc, je voudrais faire un petit topo là-dessus. D'un point de vue peut-être communicationnel et narratif, puisque je suis communicatologue, le mot n'est pas très gracieux, mais c'est le cas, et je suis aussi narratologue. Et donc, je vais me positionner par rapport à ces disciplines-là. Dans un deuxième temps, je voudrais, puisque je travaille beaucoup sur la bande dessinée, mais pas seulement, je travaille aussi beaucoup sur le cinéma. Dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter quelques pistes des possibles du dessin actuel, du dessin en séquence. Et je vous dirai quelques mots sur la notion de BD-reportage, par exemple, et le rapport que l'histoire, l'activité historique, peut avoir avec le dessin, et le parti que l'histoire peut tirer de l'exploration du graphisme dans sa mission historique, justement. Et enfin, selon le temps qu'il me reste, je voudrais jouer sur un paradoxe. Il me semble que le dessin est peut-être aujourd'hui, et le graphisme, disons, le graphe, comme disait Agnès, est peut-être aujourd'hui le meilleur moyen
de comprendre, en tout cas de saisir le monde numérique. Ça peut sembler paradoxal, mais je vais essayer de l'assumer tout à l'heure. Alors d'abord, quelques mots sur disons, l'activité graphique. Moi, il me semble, donc je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais je voudrais vous montrer comment je me situe par rapport à elle. Il me semble que le dessin est, par excellence, le médium du graphisme. On pourrait dire le média du graphisme, mais aussi le médium du graphisme. Et c'est donc très intéressant, très passionnant de l'étudier par rapport à cela. Alors, j'ai travaillé moi-même sur la notion de graphiation. Et pourquoi j'ai ressenti le besoin de proposer ce néologisme? C'est que travaillant sur le cinéma et travaillant sur la notion de monstration, il me semblait que pour traiter notamment la bande dessinée, mais le dessin de bande dessinée, il nous manquait comme un terme spécifique pour le différencier justement de la monstration. Parce que la monstration en cinéma, c'est une sorte de simulacre analogique, hein, qui est basé sur la transparence, sur le photoréalisme, etc. Alors que du côté des dessins, nous avons forcément une opacité. Il y a de la résistance, il y a de la réflexivité. Et donc, dès lors qu'on exprime quelque chose via le graphisme du dessin, on est obligé de se poser cette question de la réflexivité perpétuelle. Et donc, l'idée de graphiation va dans ce sens-là. C'est donc une énonciation graphique spécifique qui embarque la subjectivité, qui embarque de la réflexivité et qui embarque forcément de l'imaginaire. Puisque dès lors qu'on utilise un dessin, on est immédiatement marqué par le coin de l'imaginaire. C'est toujours déjà de l'interprétation. Et c'est ce qui fait la force du dessin. C'est qu'il est immédiatement de l'interprétation, donc de l'imaginaire, en marquant la subjectivité, etc. Autrement dit, si je prends ici une approche plus narratologique, on pourrait dire que dans tout dessin, vous avez un cheminement herméneutique. Un cheminement herméneutique, c'est-à-dire un sujet est passé par là. Il y a de la trace. Il y a de la trace, il y a un effet de trace. Quelqu'un est passé, quelqu'un a interprété pour nous le monde. Dans le cas de la figuration, bien sûr. Mais pas forcément le monde. Par exemple, je suis actuellement des artistes abstraits sud-coréens et le titre de leur exposition, c'est « Du geste à la forme ». Une forme qui n'est pas forcément figurative, mais il y a donc une progression, il y a donc un cheminement. Tout dessin porte en lui de la gestation. Et cette gestation se donne à voir, elle est perceptive, et j'essaierai de vous montrer tout à l'heure à quel point elle joue un rôle en termes de communication. Alors, donc, graphiation, énonciation graphique, ça veut dire donc que le titre de l'exposition qui nous occupe aujourd'hui, Drawing Now, est, à mon avis, lourd de sens aussi, parce que cette idée de now, cette idée de maintenant, est toujours réactivée dans le dessin. Autrement dit, on pourrait dire que le ça a été dessiné, pour parodier un peu Barthes, le ça a été dessiné engendre toujours un présent communicationnel. Il y a une actualisation d'un geste. Il y a toujours un geste qui se donne à voir et qui, et là j'aborde ici la question communicationnelle, est appelé à être réactivé de manière solidaire et complice par le spectateur. Donc cette gestation, cette présence d'un sujet qui reste perceptible dans le dessin, appelle solidairement, en termes de communication, la réactivation par le regard du spectateur. Et ça crée des liens spécifiques, uniques, qui sont hypertrophiés dans la caricature, par exemple, ou dans le cartoon, mais qui sont généralement présents dans toute forme de dessin. Donc, il y a de la démiurgie dans l'acte graphique, il y a du méta-récit dans la performance graphique, il y a l'idée de réactualisation, il y a, pourrait-on dire, une cryptonarrativité d'un sujet qui est en passe de construire le monde pour nous. Donc, on pourrait dire que le trait dessiné métaphorise sa gestation, c'est-à-dire son temps d'élaboration, qui est plus ou moins effacé, plus ou moins présent. D'accord, merci. Oula, ça passe comme ça passe, mais bon, monsieur. Cette idée, c'est un peu générale, un peu théorique, mais je crois qu'il faut la garder à l'esprit, parce que l'imaginaire du graphisme, l'imaginaire du dessin, on n'en sort pas facilement.
Utiliser le dessin n'est pas une opération gratuite, c'est une opération qui engage du sens, qui engage du temps, qui engage de l'imaginaire, qui engage de la rencontre en termes communicationnels, et il faut toujours l'avoir en idée. Alors, je vous annonçais tout à l'heure que dans les développements que vous pourrez avoir aujourd'hui à partir de cette idée de graphisme et de dessin, de graphe, on pourrait par exemple faire allusion au cartoon dont je parlais il y a un instant. Le cartoon, la caricature, est intéressante parce qu'elle est justement une mobilisation d'une sorte de cri graphique. C'est une sorte d'expression à chaud qui appelle le regard solidaire du spectateur qui doit le consommer comme tel, rapidement. La date de péremption d'une caricature ou d'un cartoon étant très rapide. Mais il y a une sorte de solidarité dans l'expression immédiate, si vous voulez. Et je dois dire que par le moment de crise que nous traversons, là j'en parle d'autant plus que vous savez ce qui s'est passé à Bruxelles, on a vu partout, sur les réseaux sociaux, dans la presse, surgir des dessins qui sont justement une forme de catharsis accélérée que permet précisément le dessin dans sa force expressive. La force du dessin, c'est, pourrait-on dire, de mobiliser cette accélération cathartique. Le fait de pouvoir interpréter immédiatement le monde, c'est une manière de se l'approprier, donc de le mettre à distance. Et donc de faire jouer l'illusion de maîtrise dont on a tous besoin dans les traumatismes que nous vivons par les temps qui courent. Donc je crois que là, il y a une mission spécifique du cartoon et de la caricature, mais qui est vraiment liée à cette idée de spécificité de la graphiation, justement. Alors, je disais tout à l'heure quelques mots sur les possibilités de travailler justement cette force du dessin dans d'autres formes. Et j'ai récemment pu travailler sur la manière dont l'histoire peut se ressaisir du dessin pour justement essayer de trouver une nouvelle voie dans la pluralité des démarches historiques. Nouvelle voie dans le sens où on sait aujourd'hui qu'en histoire, il y a un courant assez fort, en journalisme aussi d'ailleurs, qui consiste à dire il y a de la subjectivité, elle est inévitable, assumons-la. Donc le concept de subjectivité assumée, même pour les historiens. Or, que permet justement l'utilisation du dessin? Ça permet d'avoir immédiatement le coin de la subjectivité. Dès le moment où on est dans le dessin, on assume, dans le signifiant, pourrait-on dire, déjà de la subjectivité. Et donc, il y a un premier degré qui est réglé d'une certaine manière, et après, on peut alors commencer à interpréter le monde en toute responsabilité et en l'annonçant comme tel. Ce qui n'empêche nullement, bien sûr, la rigueur historique, la vérification, enfin tout ce qui fait partie de la démarche historique classique. Donc, il me semble que cette idée de subjectivité assumée est forcément en sympathie profonde avec le dessin. Idem pour le BD reportage, je n'ai pas le temps de le développer ici, mais on a il faut conclure. Donc, on a cette possibilité, là aussi, avec le BD reportage. Je vais dire juste un mot pour conclure, justement, sur ce que j'avais annoncé sur la possibilité d'envisager le numérique à partir du graphisme. Il me semble que le monde numérique, le cinéma, mais pas seulement lui, je travaille beaucoup sur le cinéma aujourd'hui, mais le monde numérique, par le système de codage, réintroduit l'idée de plasticité intrinsèque dans le photoréalisme. Le photoréalisme n'est plus une histoire de captation, c'est une histoire de codage, de manipulation, donc de montage intrinsèque. Dès lors qu'on est dans la plasticité intrinsèque, il y a immédiatement un effet graphique. Et donc je crois, je n'hésiterai pas même à parler de graphic turn, un virage graphique. Je crois que tous les arts visuels aujourd'hui sont sous l'emprise du graphisme, et le graphisme permet d'avoir une aspérité sur ce monde pour mieux le comprendre et mieux le saisir. Je pourrais développer par exemple ce que fait la motion capture ou la performance capture en cinéma, c'est finalement réintroduire une manière de travailler, de manipuler le réel, un peu comme le fait le dessinateur. En cinéma, par exemple, on sait qu'aujourd'hui tout le monde utilise des storyboards, qu'on appelle la prévisualisation, des storyboards très compliqués, très sophistiqués, et finalement le film se réduit presque au storyboard. Donc ça veut dire que le storyboard, c'est du dessiné.
Et le cinéma, celui de Cuarón par exemple, Gravity, c'est d'abord un storyboard. Cuarón le dit lui-même. Mon film, c'est plus de 90% de storyboard. Donc, retour du graphique, graphic turn, je crois que ça donne de nouvelles perspectives à la compréhension aujourd'hui du dessin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Philippe. Je passe immédiatement la parole à Hugo. On remet le curseur. Merci à vous et merci à Philippe. On remet donc le curseur sur les années 50, 60. On te laisse la parole pour une dizaine de minutes. Merci Agnès. Je voudrais remercier les organisateurs du colloque, Agnès Calu d'abord, et les autres organisateurs dont Philippe Garrick qui est ici, de leur invitation. Dans le temps qui nous est imparti ici, mon propos portera essentiellement, en réponse à ta demande Agnès, davantage sur les questions à traiter et les pistes qui se dégagent de ce qui a été mon approche du dessin, pour voir comment aborder précisément le dessin contemporain. Donc je parlerai essentiellement des conclusions qui émergent de mes travaux portant sur le dessin dans les années 50-60, pour voir comment on peut étendre les remarques à partir de ces premières recherches. Et il s'agira essentiellement de voir finalement comment aborder le dessin dans une perspective, donc tu l'as dit Agnès, essentiellement épistémologique. Donc je vais commencer d'abord par les préoccupations qui étaient les miennes, qui sont actuellement encore les miennes, et les approches que je propose, en se posant finalement cette question très simple d'apparence, mais en pratique peut-être plus complexe, comment finalement aborder le dessin contemporain, quelle approche adopter. Agnès, tu l'as rappelé, j'ai récemment soutenu une thèse portant sur le statut et les redéfinitions du dessin dans les avant-gardes occidentales des années 1950-1960. Et un des points de départ de ce travail de recherche a été de constater comment les artistes, et d'abord les artistes, j'insiste sur ce point, ont interrogé les usages, les fonctions, le regard que l'on porte, qui étaient ceux du dessin dans ces années, mais qui concernaient également l'histoire de cette pratique. Et c'est le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'à mon sens, le dessin doit être envisagé comme une pratique. C'est en tous les cas ce qui a guidé ma réflexion, c'est-à-dire que plutôt que de se concentrer sur l'objet matériel qui nous est donné, sur les questions que paraissent à peu près sans fin de savoir d'un point de vue matériel ce qui définit un dessin par rapport à une aquarelle, une peinture, une sculpture, une performance parfois même quand on s'intéresse au geste graphique lui-même. Je me suis intéressé simplement à la pratique du dessin, car s'il est une définition qu'on peut donner du dessin, une définition a minima, c'est celle d'un tracé que l'on pourrait écrire à la suite de Fernand de Deligny, ER, le tracé comme acte, sur quelques surfaces que ce soit, papier, mais toile, pensons aux larges peintures peinture ou dessin, graphisme en tous les cas, de Tsai Twombly par exemple. On peut continuer à dessiner avec de la peinture, un stylet sur une toile. Donc un tracé sur quelques surfaces que ce soit. On pourrait donner d'autres exemples, je ferai bien volontiers plus tard dans la discussion. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est la nécessité, et là je pense que pour la période contemporaine, en tous les cas, les travaux sont assez rares à adopter cette approche. Je parlais de l'approche historique, la nécessité d'adopter une approche historique pour comprendre le dessin. Et je réponds là notamment à l'objet du colloque qui porte sur le dessin contemporain, non pour les questions de définition de la période contemporaine, mais précisément de s'intéresser à une approche historique, plus que d'une approche sur le médium en général, ou sur l'expression graphique en général. Il s'agit donc d'interroger finalement le dessin comme une pratique à un moment, un temps donné, car le sens d'une pratique évolue naturellement en fonction du contexte, et du contexte historique en particulier. Et pour cela, je m'efforce d'introduire l'étude du dessin dans une histoire générale, matérielle notamment, et de ce point de vue-là,
il me semble que peu de travaux universitaires interrogent le dessin d'un point de vue historique précisément. Il se concentre essentiellement sur des approches par mouvement ou sur des artistes, autrement dit, donc des approches monographiques qui ne permettent pas forcément de saisir la diversité, la nature du dessin à un moment donné. Je reviendrai sur cet aspect plus tard. Le troisième point que je voudrais pointer du doigt est qu'à mon sens, il faut éviter de considérer le dessin pour lui-même, c'est-à-dire le dessin pris de manière autonome. L'approche du dessin contemporain, sa valorisation, l'intérêt qu'il suscite, à mon sens, était concentré précisément vers le constat d'une forme d'autonomisation du dessin dans la période qui irait des années 50 à nos jours, avec des passages assez marqués. Je pense par exemple à des expositions comme la fameuse Drawing Now, précisément de Bernice Rose en 1976 au MoMA, qui observait précisément dans son propos liminaire, Bernice Rose, cette autonomisation du dessin. Or, à mon sens précisément, si ce procédé de valorisation est effectif, on comprend véritablement le dessin que dans son rapport aux autres pratiques artistiques et dans ses différents statuts. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que le dessin peut être considéré au même titre, comme une œuvre à part entière, au même titre qu'une peinture ou une sculpture, on n'a fait que la moitié du chemin pour essayer de comprendre non pas comment on passe de l'œuvre préparatoire à l'œuvre à part entière, mais des différentes instances du dessin. Là, une fois qu'on entre dans ce type de questions, les questions qui se posent dès lors sont multiples. Je voudrais prendre quelques exemples illustratifs qui n'ont pas besoin d'images pour ce faire. Je pense notamment à l'exposition d'Anne Flavin qui avait été organisée en 2012 à la Pierpont Morgan Library, qui montrait l'activité graphique d'Anne Flavin. Donc, quand on connaît la pratique, disons, sculpturale, de manière générale, ou de Dan Flavin, et lorsqu'on regarde ce qu'il réalise dans ses carnets de dessin, qu'il a réalisé tout au long de sa carrière de manière assidue, avec une ténacité époustouflante, on est frappé par l'écart qu'il peut y avoir entre sa pratique du dessin, qui était d'ordre tout à fait privé, et sa pratique sculpturale. Et sans qu'il y ait de lien immédiat, il ne s'agit pas de dessins préparatoires, il y en a, il y a des dessins préparatoires aux sculptures, mais il ne s'agit pas de, je pense là, à des dessins d'observation dans des parcs, à Manhattan, à Brooklyn. Et donc il ne s'agit pas de dessins préparatoires, mais une pratique parallèle, en quelque sorte, qui, lorsqu'on la considère, éclaire d'un autre regard ces sculptures, notamment ces néons. Bon, je pourrais prendre d'autres exemples, notamment l'usage du dessin qui est fait par des sculpteurs comme Eva Hesse ou Jean Tinguely, où on a parlé hier, Brett Lindman avait souligné à quel point il avait du mal à faire accepter comme des dessins à part entière de Warhol, les dessins réalisés en rapport avec sa pratique publicitaire, c'est-à-dire les premiers dessins des années 50. Je me joins à lui pour dire qu'il est absolument nécessaire de les intégrer à l'analyse de la pratique graphique de Warhol pour bien comprendre ce dont il s'agit. Et d'ailleurs, à bien des égards, au contraire, ces dessins sont essentiels pour comprendre ce qui se passe dans les années 60. Bon, je ne vais pas développer ces exemples-là parce que je vois que le temps file et je vais plutôt essayer d'avancer. Je crois que je n'aurai pas le temps d'aborder toutes les questions tout de suite. Je vais essayer d'avancer dans ces points que j'estime importants pour aborder le dessin. Dans cette lignée donc que j'ai définie, il me semble que ce qui reste à étudier de manière plus précise, ce sont les passages entre les médiums, du dessin, par exemple à la vidéo, à la sculpture, à la peinture. Brett Lindman, encore hier, nous a montré des dessins de Paul Scharitz, et quand on connaît les vidéos expérimentales de Scharitz, le rapport entre les dessins et les vidéos me semble tout à fait intéressant à étudier. Tout cela pour dire que finalement, comme s'amusait ou aimait le rappeler Joseph Beuys, il faut concevoir le dessin dans une définition élargie,
en tant que pratique, une pratique élargie, c'est-à-dire aussi, tel que le disait encore une fois Beuys, à partir du fait que tout le monde dessine. C'est bien le propre du dessin, et a fortiori les artistes d'ailleurs, et que donc les questions qui se posent n'est pas forcément qui dessine, on peut trouver des dessins partout, mais quelle est la nature spécifique de tel ou tel dessin, comment est-ce qu'on utilise le dessin, et quel rapport aussi, ça c'est une considération qui m'intéresse de plus en plus, quel rapport entretiennent les dessins dans un contexte, disons, artistique, avec les usages ordinaires du dessin. Et parfois, la frontière est bien floue, et il s'agit donc de souligner les différentes fonctions du dessin dans cette perspective. Et à mon sens, puisque Agnès nous demandait de signaler des aspects qui méritaient peut-être davantage l'attention, je soumets donc à la réflexion un certain nombre de points. Je terminerai là-dessus. Il me semble d'abord que ces différentes fonctions du dessin, au-delà de la stricte dichotomie qui, à mon sens, est réductrice entre dessin préparatoire et œuvre autonome, donc la mise en évidence des différentes fonctions du dessin mériterait de prendre place dans des travaux de recherche communs, mais aussi, et peut-être surtout, dans des expositions. Donc, à ce sujet, de nombreuses entreprises à mettre en œuvre. Et je crois que donc, pour en venir à la période strictement contemporaine, le dessin doit être compris précisément. C'est une des caractéristiques du dessin contemporain dans la multiplicité, l'extension de sa définition et dans la variété de ses natures. Je vais passer quelques passages. Donc, quels sont les travaux à entreprendre peut-être ? Il me semble que ça a été souligné hier par Isabelle Dervaux à propos de sa propre position. Les relations au dessin ancien pourraient être éclairées non pas simplement par des parallèles ou des rapprochements thématiques ou formels, mais dans une évolution historique des natures et des fonctions du dessin. Essayer de préciser finalement cette évolution que l'on a réduite au passage, pour reprendre le terme et le rendre en des propos qui étaient ceux de Foucault, une rupture épistémologique qui passerait du dessin de travail préparatoire, qui à peine considéré comme une œuvre, voire sur une période pas une œuvre du tout, et ça il faut en garder conscience, donc une œuvre à part entière. Il me semble qu'il faudrait passer à une approche peut-être plus fine de la question. Pour cela, donc, je pense qu'encourager l'exposition thématico-historique serait pertinente. Et deux pistes, enfin, qui ne sont pas forcément liées à ces questions-là, mais qui amèneraient sans doute à interroger ces changements dans le dessin occidental. C'est un travail peut-être sur la géographie, essayer d'aller voir, au-delà de notre champ contemporain occidental, ce qui se passe dans les autres traditions plastiques. Enfin, et je terminerai là-dessus, je pense qu'il est important d'intégrer à l'analyse du dessin contemporain l'analyse des dessins de personnes souffrant de maladies mentales, qu'on a trop rapidement réduit à la question de l'art brut, et qui éclaire par bien des aspects les fonctions du dessin et l'évolution du regard qu'on a porté sur le dessin, à la fois sur ces productions précises des personnes souffrant de maladies mentales, mais également du dessin contemporain, et le fait que les deux aillent de pair dans une évolution historique au XXe siècle me semble tout à fait significatif. Et il a de ce point de vue-là, quantité de travaux à faire, j'essaie de m'y atteler, mais peut-être que si j'étais rejoint par d'autres, les choses avanceraient davantage. Je ne retiens pas donc la parole plus longtemps et je cède. Je te remercie, Hugo. Effectivement, on est tous obligés d'avancer très vite. Je cède tout de suite la parole donc à Jacques Dürrenmatt pour qu'il s'essaye, j'imagine, à désigner, à qualifier la façon dont le 9e art réussit ou ne réussit pas ses dialogues et ses combinatoires avec le dessin et avec la littérature.
Merci Agnès. Effectivement, je vais en rester au 9e art et m'intéresser à cette pratique particulière du dessin à travers une question qui est une question résistante. Bon, d'abord, elle est doublement résistante. D'abord, est-ce qu'on peut parler de style de dessin? Est-ce que le terme de style est adéquat? Finalement, c'est un mot qu'on emploie, vous le savez, beaucoup dans la critique littéraire et qu'on a de plus en plus de mal à employer dans les arts plastiques. Pour des tas de raisons, je n'ai pas le temps parce que le temps est tellement court, mais c'est un terme qui finalement est très chargé, notamment dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'art, sur ces emplois de style pensé surtout comme style collectif. Donc comment le penser comme singulier, c'est déjà une difficulté. Faut-il plutôt penser la manière que le style? C'est une autre question, et dans la mesure où les deux termes sont aussi finalement chargés l'un que l'autre et ont eu tendance à être utilisés de manière parfois un peu sauvage, on se retrouve finalement devant déjà une sorte d'aporie théorique. Lorsque on veut parler finalement des spécificités d'un geste graphique, quel mot employer? C'est déjà le premier problème. Deuxième problème, lorsqu'on a des artistes qui ont une multiplicité de pratiques graphiques et qui, de manière incroyablement libre, ne cessent de changer finalement aussi bien d'outils que de traits, que de couleurs, que de etc. Comment penser cette question? Comment penser cette évolution qui s'apparente à une sorte de caméléonisme, une espèce de capacité à constamment être ailleurs que là où on les attend? Un exemple bien connu, une bande dessinée récente, Asterios Polype, dans laquelle Mazzucchelli s'amuse justement à vous proposer une page dans laquelle il utilise, il pastiche le style graphique d'un certain nombre de grands créateurs, qui sont aussi bien d'ailleurs des auteurs de bande dessinée que des peintres connus, pour proposer autant de versions possibles d'une même pomme. Ici, on a bien une variation finalement graphique d'un même auteur, mais à partir d'un phénomène d'intericonicité qui consiste en fait à emprunter le style réduit de la manière la plus simple possible de tel ou tel autre artiste. En revanche, quand on est devant ce genre de dessin, si effectivement vous vous trouvez devant toutes ces images, il peut vous paraître difficile d'imaginer que tous ces dessins proviennent d'un seul et même auteur. En l'occurrence, Brescia, dont la diversité graphique a toujours justement fasciné les spécialistes. Parce que bon, j'ai pas le temps, mais on aurait beaucoup à dire, vous voyez, sur la variation et dans tous les domaines possibles et imaginables de la technique justement du dessin. Brescia qui disait lui-même, pendant des années, j'ai fait des efforts terribles pour donner forme à mon style, et finalement, je me suis rendu compte que ce style n'est rien de plus qu'une étiquette qui ne sert à rien. Donc, vous voyez que ce refus du style, le dessin est un concept qui n'est pas une marque, nous renvoie du coup à l'idée peut-être de la séparation à proposer entre ce qui serait le style en tant que finalement concept justement, c'est-à-dire ce qui est au cœur d'une pratique individuelle, ce qui au fond justifie la possibilité même d'être un individu dessinateur. Au fond, chaque individu dessinateur possède son style, et puis des manières qui seraient autant de façons d'adapter finalement à tel ou tel support, telle ou telle nécessité, ce qui pousse à l'intérieur, cette espèce de poussée permanente qui caractériserait le style, et de lui donner forme. Donc finalement, un seul et même style, on peut penser plusieurs manières, ce serait le cas de Brescia, mais je pense qu'en même temps, quand Brescia rejette la notion de style, il va plus loin, il rejette peut-être même ce style que je vous propose, c'est-à-dire l'idée aussi qu'un individu puisse se stabiliser en quelque sorte à un moment donné, et de manière assez rapide finalement, et que tout au long de sa vie, il ne cesse simplement de poser de différentes manières ce qui serait son style. Peut-être que ce style lui-même ne cesse d'évoluer, c'est-à-dire que l'individu lui-même se construisant en permanence, dans un va-et-vient permanent avec les autres, mais aussi dans sa pratique propre, ne cesse de bouger de telle sorte que finalement, la manière finit par devenir non pas une des formes du style, mais un nouveau style. Et alors là, c'est encore une autre question que je pose. Et je pense que se promener dans la galerie, dans le salon, nous conduit souvent à cela, parce qu'on connaît certains artistes et tout d'un coup, on voit une œuvre que jamais on aurait qu'on n'aurait jamais attribuée à l'artiste en question. Et cette espèce de capacité-là nous interroge en permanence en nous disant, mais finalement, qu'est-ce qui se passe là? Donc, au fond, les manières, on pourrait les penser comme des adaptations, et là, je vais passer vite. C'est vrai que ce serait une façon de penser cette variabilité.
la manière, par exemple, comme adaptation au support. Un bel exemple, c'est justement Gerner, Gerner qui a reçu le Grand Prix, qui ne cesse d'affirmer justement que chaque chose, chaque projet se construit en fonction du support. Et je ne sais jamais trop à l'avance comment ça va se faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de constance graphique dans mon travail, puisque chaque chose se construit un petit peu en fonction du support, en fonction de la technique, d'angle, de peinture, etc. Il n'empêche, parce que ça fait un certain temps que je suis le travail de Gerner, qu'on reconnaît Gerner. Alors, et pourtant, là encore, vous voyez la variation, la variété incroyable, et on en a encore des exemples dans le stand de la galerie Anne Barrault. Vous pouvez voir encore ce qu'est en train de faire dans sa série autour des birds, des oiseaux, ce que fait Gerner en ce moment. Mais vous voyez bien que simplement entre abstraction et branchage, il y a une grande différence qui pourrait conduire à penser que nous avons deux artistes différents, mais en réalité, il y a bien un concept similaire qui est à l'origine de ces deux gestes, et ce concept, il s'explique justement à travers la variabilité. C'est-à-dire que ce que recherche Gerner en permanence, c'est redonner sens à des pratiques qui sont des pratiques finalement anciennes, préexistantes. Dans l'abstraction, il s'agit de recouvrir de vieilles bandes dessinées pour faire apparaître finalement des zones d'abstraction qui ne sont pas visibles, bien évidemment, quand on les lit. Ce sont des bandes dessinées populaires américaines qui semblent sans intérêt. Et dans branchage, c'est redécouvrir le dessin téléphonique, celui qu'on fait quand on griffonne au moment où on attend au téléphone. Et donc, dans les deux cas, ce sont finalement des pratiques graphiques préexistantes qu'il s'agit de repenser fondamentalement dans leur capacité d'abstraction. On pourrait dire, voilà, ça c'est le style de Gerner. Les manières, pour autant, diffèrent selon effectivement les supports utilisés, la feuille de papier de bloc-notes pour branchage ou un support préexistant livre comme dans l'abstraction. Mais il y a aussi adaptation au sujet, puisque nous sommes dans la bande dessinée. Ça, c'est une des spécificités, bien sûr, du dessin de bande dessinée par rapport à d'autres. C'est que la bande dessinée étant quand même fondamentalement une forme narrative, je dis fondamentalement, parce que vous savez bien qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne le sont plus, mais je parle cette fois-ci d'avancée narrative, il y a quand même aussi une nécessité de prouver une manière qui corresponde à ce que l'on raconte. Alors, pour aller très vite, je prendrai simplement l'exemple de Kiehlhofer, autre d'ailleurs artiste qui, par ailleurs, a une pratique du dessin indépendante justement de la bande dessinée. On interroge Kiehlhofer et tu as deux styles vraiment très différents, entre billet SVP et la clé des champs, par exemple. Kiehlhofer, oui, en effet, en fait, j'en ai 3 en gros. Donc on passe même de 2 à 3 styles, alors on pourrait dire de manière, les voici. Voilà, dans billet SVP, et Kiehlhofer dit, j'ai le style contrôleur, qui est associé, du coup, vous voyez, au personnage du contrôleur. Comme si le contrôleur déclenchait donc, un style graphique spécifique que nous n'avons pas le temps d'étudier, mais ça, c'est un autre problème dont je vais parler en conclusion. Deuxième exemple, j'ai le style crayon, avec le calque superposé comme dans les bandes qu'on peut voir dans Lapin ou pour les illustrations. Un style un peu arty, entre guillemets. Et là, vous voyez bien que cette étiquette d'arty, elle renvoie justement à l'intericonicité, à l'idée aussi de s'inscrire dans une filiation, dans une histoire. Et troisième exemple, puis il y a le style Möbius, entre guillemets aussi. Alors il y aurait beaucoup à dire sur ces entre guillemets. Qu'est-ce qui se joue justement pour un artiste de dire j'ai un style entre guillemets quelque chose, hein, qu'est-ce que ça implique? En tout cas, vous voyez bien effectivement qu'on pourrait penser cette bande dessinée comme un hommage à Möbius, alors que c'est plus que cela, mais là aussi, il faudrait d'autres développements. Je vous mets les 3 pour vous montrer effectivement cette variation entre finalement des styles quasi empruntés ou déclenchés par, jusqu'à ce qui caractérise aujourd'hui pour nous le plus évidemment le style de Kiehlhofer, qui est cet usage extraordinaire du noir et blanc et cette capacité à travailler l'itération qui est celui que l'on rencontre dans les 676 apparitions bande dessinée qu'il a vraiment rendu à proprement parler célèbre. Donc je finirai simplement en disant que une autre manière de penser ou de rentrer dans la question de la manière et du style, c'est aussi de passer par certaines théories cognitives d'aujourd'hui, et notamment autour de ce que les théoriciens justement des sciences cognitives développent sous le terme de style cognitif. Ils emploient justement ce terme-là, bon, cognitive style, bien sûr, ce sont surtout des cognitivistes américains. Or, les styles cognitifs, que propose-t-il? De considérer finalement que dans notre rapport au réel, c'est-à-dire dans notre perception du monde, comme dans notre pratique finalement éventuellement graphique, si nous le pensons comme ça, c'est dans notre pratique de création, nous oscillons en continu entre 2 styles cognitifs qui sont le style convergent et le style divergent. Ce qui caractérise le style convergent, et pensez-le comme saisie, c'est la rapidité, une forte sélectivité, je ne prends que ce qui est important, ce qui va me servir, une cohérence globale et une hiérarchisation des traitements.
Du côté du style divergent, je segmente, il y a une faible sélectivité, tout finalement vaut d'une certaine manière. Il y a un retardement de la cohérence, tant pis si elle n'est pas évidente et s'il faut un certain temps pour la saisir. Et il y a une déhiérarchisation des traitements, c'est-à-dire il y a différentes manières de lire, etc. Et aucune n'est meilleure que l'autre. Eh bien, on pourrait dire aussi que ce qui se joue souvent dans ces pratiques multiples, dans ces manières très variables finalement qu'un artiste peut proposer, ce sont des oscillations entre ces deux styles, selon qu'on va privilégier plutôt le style convergent ou qu'on va privilégier le style divergent. Mais on pourrait dire aussi dans l'autre sens que ce qu'on attend du spectateur qui va se retrouver devant le dessin et qui va finalement dialoguer avec le dessin, c'est parfois aussi d'entrer plutôt dans un style que dans un autre, ce qui expliquerait aussi, on va dire, certaines techniques ou certaines stratégies de dessin qui vont varier, là encore, selon le lieu, les supports, etc. etc. Conclusion, on pourrait en prendre des exemples, mais j'irai très vite. L'évolution, par exemple, de Josso Hamel entre 12 confusions et au travail est tout à fait justifiée en termes de changement, littéralement, de style. On passe vraiment d'une forme de style qu'on pourrait qualifier de style divergent, dans lequel le détail est extrêmement élaboré, à un style convergent sur ce papier jaune qui laisse venir en fait une espèce une expérience intime et qui brutalise littéralement le papier, qui est un support imposé grâce, vous le voyez, à cette matière blanche qui sert à effacer, mais qui au contraire ici sert à dessiner. Bon, il y aurait des choses magnifiques, d'ailleurs c'est un magnifique travail ce que fait Josso Hamel. Ce que je veux dire, c'est que là on voit bien comment un artiste va aussi pouvoir changer de manière ou de style, et je laisse la question ouverte, en simplement changeant de pratique, en passant d'un style divergent à un style convergent ou vice-versa. Tout ça, ça nous renvoie, pour finir, à cette difficulté extrême devant laquelle on se trouve, qui est celle de décrire le dessin. Ce que je vous propose là, justement, ce sont quelques manières d'approcher un petit peu cette difficulté. Mais nous avons tout un groupe à la Sorbonne qui s'appelle Grenat, qui travaille sur la question du style et justement de la description du dessin, et qui se heurte sans cesse à cette difficulté. Comment, par exemple, montrer à quelqu'un qui ne voit pas ce qui fait la spécificité d'un dessin. Écoutez, là, le jour où nous y arriverons, nous aurons fait un grand pas. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Pardon d'avancer. Catherine, il te revient de conclure, si tu veux bien, sur la... Oui, tu prends le temps, bien sûr. Sur la question donc, de l'autoportrait, si tu veux bien. D'accord. Alors c'est la 10e édition de ce salon, et c'est vrai que depuis 10 ans, on parle beaucoup de dessin. Ce qui me semble vraiment intéressant, c'est que pour justifier qu'il y ait de plus en plus d'espaces dédiés au dessin, on voit qu'il y a vraiment une volonté commune de définir la spécificité du dessin, une volonté de parfois l'extraire de l'histoire de l'art. Et il me semble qu'en cherchant à toute force à isoler le dessin, à définir la spécificité du dessin par rapport aux autres arts, on risque peut-être de rater quelque chose d'important. Donc là, je rejoins vraiment les propos de Philippe Marion. Depuis une dizaine d'années, bien évidemment, ce n'est pas le dessin qu'on exhume, on sait bien qu'il existe depuis toujours, mais c'est vraiment notre regard qui a bougé. Et si notre regard bouge, c'est tout simplement parce que le dessin, aujourd'hui, il nous dit vraiment des choses sur les pratiques contemporaines de l'image. De fait, on vit une période de profonde reconfiguration des modes de communication, d'information, et puis même plus structurellement des modes d'interaction et des modes d'apprentissage. Et c'est un contexte dans lequel on ne cesse de repousser les limites des médias, plus généralement les limites de la représentation, de la narration, et puis évidemment les limites de l'art contemporain. Et il me semble que cette profonde reconfiguration, elle se caractérise par deux choses très importantes. C'est d'une part l'intermédialité et d'autre part l'intericonicité. Autrement dit, par deux types de relations et d'interactions entre les médias et entre les images qui caractérisent déjà l'art du dessin, et ce depuis toujours. Quand on regarde un petit peu l'histoire de l'art, on voit bien que le dessin, il traverse toute l'histoire de l'art en étant étroitement relié à d'autres formes, que ce soit la peinture, la sculpture, les arts décoratifs, la bande dessinée. Avant, on voyait tout ça en adoptant le point de vue de la hiérarchie traditionnelle entre les arts. Et peut-être qu'aujourd'hui, tout simplement, si le dessin est devenu un objet de regard spécifique, c'est tout simplement parce que c'est un vecteur de compréhension des pratiques contemporaines et qu'il nous permet de frayer un parcours entre les médias et entre les images. Alors l'an dernier, lors de la 9e édition de ce salon, ce qui m'avait frappé, c'est deux pôles de la création, deux tendances. Donc ce sera sans surprise. C'est d'un côté vraiment le travail sur la texture,
Le travail sur la matérialité du papier, je pense par exemple aux matières lumière d'Evie Keller qui travaille sur les voiles de cellophane, ou alors le travail de Nicolas Aiello qui va prélever des mots, des graffitis, et puis faire un travail tellement minutieux que on ne peut pas dire que ça n'a plus de sens, mais ça devient une surface, ça devient un territoire. Donc je rejoins ce que disait Hugo Daniel sur la question de la cartographie. Je pense que ce n'est pas du tout anodin qu'aujourd'hui les dessinateurs contemporains se plaisent à creuser l'image au point d'en faire parfois des cartes graphiques. Et puis d'autre part, il y a le renouveau évident de la figuration, et en particulier du portrait et même de l'autoportrait. Le portrait, il est partout, on le voit encore cette année. Il traverse vraiment les pratiques contemporaines du dessin en jouant souvent avec la disparition et l'effacement du sujet. Donc rien que pour cette année, on peut citer l'autoportrait d'Agnès Sternauer où elle se cache derrière le drap bleu. Donc à la fois, elle se cache dans un mouvement d'envol, et puis en même temps derrière une forme un peu figée, celle du coquillage. Ou alors le portrait de Bernardi Roig qui est intitulé « Je et un autre eux » et qui joue vraiment justement sur l'intericonicité et l'intermédialité qui étaient déjà présentes dans la formule de Rimbaud. Donc ici, en mettant l'accent sur ces deux pôles de la création, je ne cherche pas du tout à mettre l'accent sur l'idée d'une opposition entre deux tendances qui seraient d'un côté un travail sur le fond et de l'autre un travail sur la forme, puisque évidemment ce serait un contresens. Même si, entre parenthèses, je trouve ça très intéressant de remarquer que quand on parle de dessin, on est toujours vraiment tenté de parler en termes d'opposition, au point qu'on peut se demander si l'opposition, ce n'est pas l'outil traditionnel de réflexion sur le dessin. Quand on regarde les livres, les essais, les catalogues d'artistes, il y a toujours des propos sur les tensions entre le croquis et le schéma, l'image et le discours, la main et le regard, l'action et l'imagination. Donc peut-être que le fait que ce soit un outil, c'est un indice qui nous montre que c'est difficile de parler du dessin et que c'est peut-être plus pratique de toujours parler autour. Donc je ne cherche pas du tout à mettre l'accent sur un paradoxe qui ne serait qu'apparent entre figuration et modernité, parce que c'est un paradoxe qui est largement dépassé et qu'il nous renvoie à une question vraiment traditionnelle quand il est question de dessin, c'est la question des limites qui avait été déjà largement abordée par des dessinateurs comme Hucleux ou comme Fred II, qui sont morts tous les deux dans les années 2010 et qui sont vraiment je pense qu'ils restent des figures majeures pour les dessinateurs contemporains. En revanche, ce qui me semble extrêmement intéressant dans ce constat, c'est tout simplement le contexte, qui est un contexte de portrait et d'autoportrait. On est vraiment dans une période où le portrait, il est partout. Avec les nouvelles technologies, il y a le portrait de presse, le portrait télévisuel, le portrait journalistique. Avec l'empire du numérique, il y a vraiment l'explosion du selfie qui était vraiment très marquante en 2013. Et évidemment, dans la presse et les réseaux sociaux, le portrait, il pose la question du personnage et la question de l'histoire. On le voit encore aujourd'hui. Alors dans ce cadre, pourquoi revenir au portrait dessiné? Pourquoi revenir à un genre qui s'est imposé dès le XIXe siècle comme le genre privilégié de la photographie? Et pourquoi revenir à un genre qui traditionnellement met vraiment l'accent sur le partage de l'espace? Parce que d'un côté, on a l'espace de la représentation et de l'autre, on a l'espace représenté. Donc le portrait repose sur cette césure spatiale qui fait que l'opérateur, il doit toujours être hors de l'image. Et il me semble qu'aujourd'hui, tout simplement, ce partage, il est beaucoup moins net. Et on l'a bien vu très récemment avec toutes les questions d'ordre visuel qui ont traversé les années 2000 et les années 2010, avec toute la saturation d'images numériques, d'images virtuelles, imprimées, qui s'imposent comme réelles, qui s'imposent tout de suite comme réelles, et ce qui pose question, que ce soit avec les photos des attentats, les photos d'Abu Ghraib, etc. Donc on a des questions actuelles qui posent sur l'insouciance du regard, c'est-à-dire l'insouciance d'un regard qui serait purement extérieur et d'un regard qui ne se trouverait pas dans l'image. Et le dessin, il vient s'emparer du portrait dans ce contexte-là, je crois. La plasticité extraordinaire du dessin permet vraiment de jouer avec les postures énonciatives. Donc là, je place mes centres d'intérêt dans la continuité des travaux de Philippe Marion. Et je crois qu'on le voit bien dans les travaux actuels, que ce soit par exemple les dessins de Mathieu Bouchery quand il représente les preneurs d'images, ou alors le travail d'Alain Jossot qui prend des images et les décompose en dessin. Donc on voit des scènes très clairement derrière la vitre d'une fenêtre par exemple. Donc c'est un travail sur le point de vue et la perception médiatisée qu'on peut avoir du réel.
Donc à chaque fois, je crois que c'est la présence de l'énonciateur qui se trouve questionnée. Le dessinateur interroge sa propre présence dans l'image et de cette manière, il décentre l'image. Donc je pense qu'il y aurait beaucoup de réflexions à explorer de ce côté-là. Et pour finir, si j'ai une minute, j'aimerais simplement éclairer ça en parlant de la pratique de Jérôme Zander qui est vraiment très intéressante et qui justement, enfin, le portrait se présente comme quelque chose de tout à fait articulatoire dans son travail. Et lui, il explique bien que c'est très important pour lui d'éviter le regard, d'éviter, d'ailleurs il dit que c'est quelque chose qu'il a appris avec la bande dessinée, il essaye d'éviter le regard, d'éviter les yeux dans ses dessins parce qu'il veut éviter un vis-à-vis et éviter le fait que le spectateur ne soit happé par l'objet du dessin. Lui, ce qu'il veut, c'est que le spectateur il soit happé par le dessin et pas par l'objet du dessin. Et donc, quand il fait un portrait, il ne cherche pas du tout à travailler la masse, il ne cherche pas du tout à travailler les volumes, mais il travaille avec l'accumulation d'unités simples. Donc, il ne cherche pas à faire apparaître des formes, ni à faire apparaître des objets de dessin, mais vraiment à creuser le dessin jusqu'à ce que ça prenne une forme d'autonomie. Et d'ailleurs, il a de très belles formules à ce sujet. Il dit qu'il dessine jusqu'à ce que ça dessine. Et dans cette autonomie-là, ce dont il est question, c'est que justement le dessinateur, il se trouve à un moment donné, il le dit bien avec ses mots, rejeté hors de l'image, dans une posture qui est toujours très délicate, mais qui est aussi très moderne, je crois, qui est une posture de décalage, de retrait et d'exil. Et si, pour conclure, il fallait choisir une opposition parmi toutes celles que j'ai déjà évoquées et qui souvent sont utilisées pour parler de dessin, peut-être que celle qui me semble la plus intéressante aujourd'hui, c'est l'opposition entre d'un côté la présence au dessin et de l'autre l'exil au dessin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Je ne sais pas si on a le temps de la discussion ou s'il faut immédiatement enchaîner. C'est vrai, je ne sais pas, c'est les organisateurs de Drawing Now qui vont nous le dire. J'aurais volontiers engagé un micro au début de discussion. On a quelques minutes. Alors, donc, on ne va rien raconter du tout, mais ce n'est pas grave. Je vais juste poser deux choses. Ce qui m'intéressait peut-être, c'était vos réactions à chaud et très rapidement. Premièrement, du côté des concepts sur la notion de pensée, dessin, l'idée et la main. Et chacun, depuis son point de vue, depuis sa discipline et depuis ses interprétations, reviennent sur cette question de la pensée-dessin qui me paraît tout à fait fondamentale. Et sur un autre registre, la question du lexique. On est ici cet après-midi pour parler du dessin. Il me semble que réfléchir à la désignation et les mots qui sont utilisés, il me semble qu'on se retrouve tous davantage autour de la question du geste graphique qui peut par définition être tout à fait indépendant et des supports et des techniques. Et que c'est précisément, me semble-t-il, cette question du geste qui est tout à fait fondatrice, beaucoup plus, je crois, que l'idée de dessin. En 1 seconde 5, est-ce que les uns et les autres veulent bien me donner leurs sentiments voilà, en un éclair autour de la question de la pensée-dessin et éventuellement des lexiques et peut-être on pourrait dire des mauvais lexiques utilisés jusqu'à aujourd'hui ou l'impertinence ou la non-pertinence des usages. C'est justement là-dessus qu'on travaille tous là en ce moment parce que rien que le mot de trait, ça pose énormément de problèmes et notamment avec les pratiques contemporaines, ce qu'on peut encore parler de trait. Et puis de toute façon, ce que disait Philippe aussi avec l'arrivée du numérique. Certes, on peut penser qu'il y a une espèce de graphiation généralisée, mais en même temps, on sait bien que travailler sur une tablette tactile, c'est pas exactement la même chose. Ou travailler carrément avec des outils purement, enfin quasiment automatisés, avec des formes qu'il suffit de remplir, etc. Il y a eu un moment, il y a eu une révolution en bande dessinée qui était l'arrivée de la couleur directe. On sait bien que ça a changé radicalement le rapport justement du dessinateur à l'objet bande dessinée. Je crois que là, il est en train de nous arriver autre chose qui change, mais on a du mal à voir exactement encore comment. Et un artiste comme Chris Ware est un très bon exemple de cette difficulté à saisir finalement ce qui, dans son art propre et dans finalement sa conception graphique, est totalement dépendant de cette nouvelle technique qu'il emploie lui de manière incroyablement, permanente et incroyablement habile, et de ce qui serait resté qui serait quand même là s'il n'avait pas, s'il n'utilisait pas ces techniques. Donc voilà, ça répond aussi un peu à ta question pensée-geste, parce que c'est un peu la même. Philippe, est-ce que tu veux dire le mot de la fin ? Lourde responsabilité. C'était vraiment très intéressant, hein, merci pour les interventions. Je trouve que
la question du trait est effectivement très intéressante. Et ce serait sans doute intéressant, avec le numérique, d'associer trait et plasticité. Quels sont les rapports, quels sont les conflits, quelles sont les frictions entre ces deux éléments. Je crois que le numérique permet d'avoir une certaine vision de ça. Alors la question de la pensée dessin est évidemment fondamentale, et je crois que l'apport des sciences cognitives, comme a dit Jacques, c'est tout à fait passionnant et très contemporain. Et je pense aussi qu'il ne faut jamais négliger que le dessin est une manière de connaissance, une manière d'appréhender le monde. Et je trouve que c'est vraiment passionnant de voir comment, par exemple, les architectes, mais pas seulement eux, les muséologues, etc., les concepteurs d'exposition, doivent d'abord penser leur travail en termes de dessin. On trouve presque le jeu de mots qu'on peut faire entre dessin et dessin avec le E en plus. Et je crois qu'il y a quelque chose qui a déjà été traité, sur lequel on a déjà beaucoup parlé, mais je crois qu'on n'a pas épuisé, loin de là, la recherche qu'il faudrait entretenir sur cette dimension. Je rajouterai aussi la question historique que tu as soulignée. La généalogie du dessin me semble aussi extrêmement passionnante, notamment dans les rapports d'intermédialité, comme Catherine l'a souligné. Voilà, merci pour votre attention. Merci à tous les intervenants d'avoir joué le jeu de cette hyper rapidité, de l'hyper synthèse. Merci.